c'est un monsieur à qui on doit rendre beaucoup d'honneur parce que son exemple peut être une école pour des tas de générations. Il me disait toujours, Wanchi, je dors jusqu'à 3 heures du matin. À partir de 3 heures, ma tête est toujours dans les affaires. Dans tout ce qu'il a entrepris dans sa vie, il a toujours été précurseur. C'est quelqu'un qui a beaucoup aimé son pays et qui est un exemple. Le père Kaji, c'est un malin, un homme sage, un homme né pour le commerce, fait pour le commerce. Non, M. Kaji est un homme multidimensionnel. Il est tenace, il est pugnace. Il est le père de Bana. C'est un papa pour nous. C'est vraiment lui, il a fait de Bana ce qui soit aujourd'hui. Mais ce monsieur est allé chercher son opportunité. Il est parti de nulle part. Il a créé son opportunité. Il est arrivé là. Qui est le premier riche au Cameroun de loin. Le Cameroun doit être fier d'avoir un homme comme lui. Pourtant, rien a priori ne prédisposait ce frêle garçon d'origine modeste et sans bagage académique à un tel destin. On ne connaît pas son âge exact. Donc on a un peu situé son année de naissance en 1923. Né donc vers 1923 à Bana, dans les hauts plateaux de l'ouest du Cameroun, au sein de la grande fratrie des Fosso, un patriarche anobli au titre de Feu Sokan, avec sa trentaine d'épouses et près d'une centaine d'enfants, selon la tradition bamiléké de l'époque, le jeune jumeau est par contre à cette date-là le seul survivant d'un Kedi, l'une des épouses du chef, qui jusque-là a tragiquement perdu tous les enfants auxquels elle a donné naissance. C'est pourquoi le nouveau-né va être nommé Kaji, qui signifie « je ne sais pas », sous-entendu « je ne sais pas s'il va survivre lui ». Dans la concession familiale située en Kessieux, qui avant l'administration coloniale est un territoire de Bana, le jeune Kaji devient ainsi l'aîné de sa mère qui va tout de même lui donner par la suite 2 petites sœurs. D'abord Kalambak, qui malheureusement va décéder à l'adolescence, et Njemgwe, avec qui il va nouer un lien quasi fusionnel. Quand il s'est baptisé, il a choisi le prénom. Il a dit « moi, c'est Joseph et toi, tu seras Joséphine ». Pour qu'il y ait une certaine ressemblance entre les noms. L'école ne passionne pas vraiment le jeune et téméraire Kaji de Fosso qui préfère chasser les rats dans les champs. Une occasion va lui être offerte de la quitter définitivement. L'effondrement du toit de la case de sa mère. Il s'engage en tant qu'unique garçon à la reconstruire de ses propres mains. Vraiment, nous sommes partis à 12 ans. C'est le début d'une nouvelle vie pour le jeune garçon. Il part rejoindre sa sœur. Cette guerre a priori lointaine, qui éclate à plus de 6000 km de Bana, qui oppose l'ancien colonisateur, l'Allemagne, au nouveau maître, la France, arrive au moment où le jeune Kaji, adolescent, a décidé d'aller rejoindre sa sœur Njemgwe à Douala. Elle y vit depuis quelque temps avec son mari. Sa mère, qui grâce à son commerce dans l'huile de palme, a fait quelques économies, va lui donner un peu d'argent pour le grand voyage. Douala, dans cette période, ce n'est pas la porte d'à côté. Après une courte escale à Mbanga où il effectue quelques petits jobs, il arrive à Bonabéry. Kaji de Fosso arrive dans la ville portuaire au moment où les généraux de Gaulle et Leclerc lèvent une armée noire pour aller se battre contre les forces nazies. C'est de justesse que l'adolescent va échapper à l'enrôlement par la force qui accourt dans le pays. On embarque les jeunes soit pour aller se battre sur le front européen, soit pour aller travailler dans les plantations du Mungo qui ont été réquisitionnées et qui produisent pour nourrir l'armée française. On appelle ça l'effort de guerre. Kaji de Fosso, dans ce début de la décennie 40, a finalement effectué la traversée pour rejoindre Douala. Elle se fait seulement en pirogue, puisque le pont n'existe pas encore. Il rejoint sa sœur chez son oncle Jean Siewe, que l'on appelle tous Papa Chicha, puisqu'il est enseignant catéchiste. Sa maison accueille de nombreux jeunes venus de Bana, eux aussi. Ils vivent de petits commerces et multiplient les expériences. Le jeune de Fosso, très débrouillard, travaille comme manœuvre, récupère de la marchandise chez un commerçant grec tous les matins, passe la journée à la vendre et reverse les recettes tous les soirs. Papa là, mon commerçant, Popi Seni Augustin Gango, mon frère ne fait pas
pour Chicha Jean. Pendant qu'il travaille chez Papa Chicha, Kaji Defosso envisage déjà de monter sa propre affaire, d'ouvrir sa propre boutique. Cette idée passe naturellement par le principe de la tontine à laquelle il est déjà profondément attaché. C'est quelqu'un qui a aimé la tontine depuis le départ. Il a toujours eu chez lui la tontine. Grâce à ces tontines, mais également à cet acharnement au travail, à la mort de son mentor, Papa Chicha, Joseph Kaji Defosso va ouvrir sa boutique numéro 1 au marché de la Besseke, à Douala. Un bazar où l'on vend de tout. Au départ, vraiment, c'est difficile de dire qu'il vend telle chose. Il vend tout. Les boissons, les ceci, les cela. Tout, au départ. Cette boutique numéro 1 sous l'appellation Commerce Général est la fondation sur laquelle il commence à bâtir. Et le jeune homme décide de fonder sa famille, synonyme pour lui de stabilité. Etienne, Ayena, si un bien quasiment, Kaji, Kayeta Mingo, c'est même beau. Bon, alors ça, Dina, dis-moi à quoi nous a. En effet, elle lui plaît. Pendant quelque temps, il va la couvrir de cadeaux à chaque voyage au village. Marie-Louise Kambiwo accepte de devenir sa femme et s'installe à Bonabéry chez sa sœur. Le mariage est célébré en 1945 à Douala, sous une pluie battante. Dis fou, si on me dit pas que Braloyo, dis choyan dit mariage, pas où t'as foutu mariage, y'a le bon dit pas. Oui, mon Braloyo, de pas, bien même. Quelque temps après cet événement, le jeune couple s'installe à Newbel, au quartier Bana, dans une ville de Douala, en pleine construction. Ce manger là Douala m'a pas goudronné. Pour tomber là goudronné mon bien. Manger am pas mon goudronné. Voilà mon rendre ça mon tout comment. Pas m'obliger bon non. Newbel est à ce moment-là la nouvelle zone de brassage des populations qui arrivent de l'Interland. On y croise essentiellement des Bétis, des Bassa par la suite et des Bamileke qui arrivent de plus en plus nombreux. Toutes ces populations vont se regrouper par communautés comme cela se fait un peu partout dans le monde. Se créent alors des quartiers spécialisés de ressortissants Banganté, Bafan, Banjul, Bassa. On habitait dans le quartier Bana, précisément à Newbel-Bamileke, près de la source de quartier. Et on a passé la jeunesse là-bas jusqu'aux années 59. C'est là où on courait dans les ruisseaux. On était à l'école principale de Newbel-Bamileke, où toute ma jeunesse d'enfance s'est formée là-bas. Il était du côté de la chapelle de Newbel, là. Et nous, de l'autre côté de la route. Et il y avait un petit pont en planche. Et nous passions là-bas à toute heure. Joseph Kaji Defosso, dans ce quartier Bana, est entouré de ses amis Gansop, Konchou et le chef Nicodème. Ils y retrouvent les autres élites Bana telles que Monte-Paul et Koloko Levi, qui deviendra plus tard le roi de la ferraille. Tout ce beau monde réuni va s'associer pour commencer à envoyer les enfants du village en France pour effectuer des études. Et Newbel n'était pas le Newbel de maintenant. Newbel était super bien, super propre. Chacun nettoyait sa cour. Pas moi si Newbel. Massage, j'absele. Une fois par jour. Ah oui, aïe. C'était facile, pas. Si la nourriture n'est pas bonne, en revanche, les affaires sont florissantes. C'est ici que la famille commence à s'agrandir. D'abord avec la naissance d'Odette en 1946, suivie de Jean-Baptiste Njumo Sanga, le fils aîné de sa sœur chérie, née en 1948, qu'il se dépêche de récupérer en 1951. Je me retrouve à Kaji à l'âge de 4 ans, ou bien 3 ans et demi, parce qu'à l'âge de 3 ans, il y a eu une tentative de venir me chercher. J'ai résisté. Il m'a amené des bonbons tout le temps. Et aux environs de 4 ans, il est venu un jour, il dit « Viens, je vais avec toi à Douala, il y a beaucoup de bonbons, et beaucoup de chocolat, beaucoup de petits déjeuners. » Donc je l'ai suivi.
Pierre Kadji, le premier garçon du couple, va suivre en 1949. Et Joseph Kadji, dans la foulée, il récupère la première fille de sa sœur Lucie Sanga. Chez les Kadji, pas de différence entre les enfants de sa sœur et les siens. J'ai quelques mois et il est venu me récupérer chez maman en disant qu'il voulait que je reste dans la famille, dans sa famille à lui. Et sa sœur a bien voulu accepter, papa aussi, mon père aussi a bien voulu accepter. Et c'est comme ça que nous avons cheminé ensemble jusqu'à aujourd'hui. On a perdu papa très tôt, mais on n'a jamais ressenti le vide d'un papa. Il était là. Quand on était tout petit, il a créé la première boutique, une des grosses boutiques au marché central, à Lagos, qu'on appelait à l'époque. Là, il importait tous les produits du Japon. Et donc, les gens s'alignaient pour acheter du tissu chez lui. À l'époque, il avait des gens du Nord qui venaient en camion prendre les pagnes, les radios, les radios japonais à l'époque. Avant, on achetait les starfish, le whisky, vin rouge et bière en boîte dans le temps. Je me souviens qu'il avait un magasin qui se trouvait à un endroit qu'on appelle par réseau, Bata Congo. Je revois ma maman là-bas à la caisse. Et lui, il était supervisé tout ça. Et il vendait je me souviens, de gros sacs de riz, de farine, de morue séchée. J'étais caissier sans qu'on ait écrit. J'étais caissier, grand caissier, à la banque Piao. Il y avait une femme européenne là-bas. Quand je viens comme ça, elle me connaissait. Il dit à un garçon que je rentre dans ma chambre pour compter l'argent. On comptait l'argent, on compte l'argent que les employés ont écrit. Ce n'était pas moi. On compte l'argent. Si c'est juste, ils mettent tampon, donnez-moi mon carnet, je rentre au bureau. Et comme il a toujours une confiance totale en maman, elle gérait la caisse. Joseph Kadji Defosso fait désormais partie des nantis à New Bell. Comble du luxe, dans une ville où certains quartiers restent encore réservés aux Blancs, où les colons vivent encore entre eux, il peut se permettre d'aller chercher à manger aux messes des officiers pour sa famille. Le must pour la bourgeoisie noire de l'époque. On avait une case qui recevait beaucoup de jeunes pour la fête. On était les seuls enfants à faire le Père Noël à l'époque. On mettait nos chaussures à la cuisine, soi-disant cheminée. Et je me rappelle de l'enfance. Hein. Et on avait des cadeaux de Noël déjà à l'époque. Chombia, Michel de Naya le Polo. Avant même que c'est une guamou. A un cobas combi, ça en dani. Mon compagnon santé, c'est. But tu dis, fils, mon coffee in de bien. N'a fi ingesia, Dieu vous entend de bien. N'a ban ramasian ko autant comme dans un gafon fi moulin. Ko munange numbe, na. En 1952, Joseph Kadji Defosso effectue son premier voyage en France. Long périple en bateau qui passe par le Sénégal, puis Marseille. En cette année 1955, où la famille s'est agrandie avec la naissance de Jean Patrice, la maman qui jusque-là était un peu la curiosité à New Bell avec son vélo, va le troquer pour une rutilante traction. De l'animal informatoire. Ma phrase à toi bien, de Namangin Babana. D'abord, tu as 5 femmes noires. Bon, l'informatoire doit là. J'ai ce pour la magie, bon, informatoire, bon, mon Paris. Mamie Nia Julia, Guané à l'Okola, j'ai bon, informatoire, bon, mon Paris. La vie est belle à New Bell pour la famille Kadji en cette année 1956. Et c'est le moment que choisit Nicole pour venir au monde. Comme il est quelqu'un de très polyvalent, il est très très doué, il a fait un peu de tout. Mais nous l'avons surtout connu quand il habitait New Bell et on l'a surtout connu dans l'activité de transport.
L'UPC a demandé à intervenir sur 3 questions. La réunification immédiate du Cameroun, la constitution d'un conseil de gouvernement et d'une assemblée avec des pouvoirs législatifs. Et enfin, la fixation d'un délai pour l'octroi de l'indépendance au peuple camerounais. Telles sont, Monsieur le Président, les questions sur lesquelles le peuple de mon pays m'a mandaté pour venir ici. Je vous remercie, Monsieur le Président. En ce milieu de la décennie 50, les revendications nationalistes, surtout symbolisées par l'UPC, dont la principale figure est Oumniobé, intensifient la lutte contre le régime colonial français. Paris n'est absolument pas disposé à accorder son indépendance au Cameroun. La répression est particulièrement violente. Oumniobé et tous ses sympathisants, nombreux au Cameroun, sont donc désormais la cible. New Bell, le quartier cosmopolite, où se concentrent en grand nombre les Bassa et les Bamileke, est un bastion sous le déluge du pouvoir français. PC était pour nous tous, sans compter que nous tous, femmes comme hommes. Dans cette période, New Bell est le repère de nombreux nationalistes que pourchasse l'administration coloniale. Oumniobé, le leader, y vit aussi. Dans la résistance qui se terre, Joseph Kaji Defosso compte de nombreux amis, dont Édouard Moncam, ou encore Célestin Takala, qui sera jugé et condamné à mort avec Ernest Ouandié, Monseigneur Dormont et Gabriel Tabeu, d'Iwambo le Courant. Du fait que sera fondée entre la métropole et les territoires d'outre-mer une libre communauté des peuples. L'ensemble humain que la France groupe autour d'elle donnera l'exemple à un monde où règne tant de tyrannie, mais aussi, mais surtout, du fait qu'en une occasion solennelle, le peuple français fera la preuve de son unité, combien ses chances deviendront meilleures vis-à-vis de nous-mêmes. Ce référendum sur la communauté ouvre une ère d'insécurité accrue au Cameroun, où les nationalistes sont pourchassés sur l'ensemble du territoire. C'est dans ce climat de tension que décède en 1959 sa mère Keni. Il est dans l'impossibilité d'acheminer sa dépouille vers le village, et en raison de l'insécurité qui règne, Kaji Defosso Joseph va se résoudre à l'enterrer à Douala. Face à l'insécurité grandissante à New Bell et aux menaces clairement ciblées dont il fait l'objet, Joseph Kaji Defosso quitte précipitamment le quartier populaire pour s'installer dans une maison qu'il avait entrepris de construire. Il avait construit une demeure à Bonapriso. Il y avait beaucoup de maquisards à l'époque, beaucoup de troubles de terroristes, comme on disait à l'époque. Et donc, on s'est déporté en fin 59 à Bonapriso. C'est 4 jours après, il y a eu l'incendie de Marché Congo. On hébergeait beaucoup de gens à l'époque, de la grande famille Bana. On les hébergeait à la maison. Et donc on a vécu ça un peu avec un peu d'insouciance. On avait 12 ans, on était jeunes, on savait pas très bien. On voyait, mais on savait que c'était dangereux. Mais on ne se rendait pas compte de l'ampleur de ce qui se passait dans tout le Cameroun. À une période, on a accueilli beaucoup de gens. Beaucoup. Des gens qui fuyaient les événements qui se passaient à Konsamba, à Tchang. On a ainsi eu le père Ngoula. On a eu beaucoup de monde. Le papa Paul Monté, il a habité un moment à la maison pendant les événements. Donc, il y avait beaucoup de monde à ce moment-là. Mais ce n'était pas les affaires. Hein. C'était vraiment un lieu de refuge. Et on était plein d'enfants. Nous, on était contents. Il y avait plein d'enfants et puis beaucoup d'adultes. Un déménagement qui coïncide quasiment avec la naissance de Gilbert Louis Kaji. Dans la foulée, l'homme d'affaires acquiert sa deuxième boutique, toujours spécialisée dans le commerce général. Il va à Akwa. À Akwa, là où se trouve actuellement Maïma. Et il continue la même activité, mais en plus grand, quoi. Je me souviens de ce magasin qui était très, très grand. Et on y vendait les mêmes choses. Les boutiques commencent à se succéder à un rythme soutenu. D'abord Argentina, qui se spécialise dans l'alimentation générale, mais surtout
dans la vente des boissons, notamment dans la distribution des produits des brasseries du Cameroun, mais également des vins et des célèbres Dame Jeanne. Quand je suis arrivé à Douala, avec une petite valise, hein, je le dis franchement, et pas beaucoup d'argent, mais enfin, je faisais du vin. J'avais monté ce qu'on appelait les caves de Bordeaux, mais il n'y avait pas de distribution, il n'y avait pas de distributeur, et j'ai récupéré beaucoup J'en ai fait d'ailleurs des amis, tous, c'était des gars très sérieux. Je vais vous les résumer. Il y avait mon ami Kadji, il y avait Fotso, il y avait Kwame Samuel, il y avait Soin. Ils m'ont bien aidé parce qu'eux-mêmes démarraient juste. Hein, ils n'avaient pas de surface, ils n'avaient rien. Ils faisaient la distribution avec des petits porteurs. Mais dans les débuts, il était comme les autres, il n'avait rien. Chaque centime, il l'a gratté, quoi, si vous voulez. Et c'est en grattant qu'il ouvre le magasin suivant, le Paraiso, qui est différent de tous les précédents, plus moderne. Très vite, cet autodidacte va comprendre l'intérêt de se réunir pour faire face aux grands groupes occidentaux. Il faut s'organiser. Et tous ces hommes d'affaires, essentiellement bamileke, vont se rassembler pour faire face. Mais il y a eu déjà Papa Paul Monté, avec qui à un moment il était associé. Il y a eu Papa Koloko, il y a eu le père Soeng, il y a eu évidemment monsieur Fotso Victor, monsieur Nuchungwe, mon oncle, monsieur Jumou Claude, qui était vraiment son bras droit pendant des années, on l'a toujours vu là. La liste n'est pas tout à fait exhaustive. Et ces alliances séduisent également les étrangers qui trouvent en eux des partenaires fiables. Il n'y avait qu'eux qui s'intéressaient au commerce, ils s'intéressaient à ce petit... C'était un petit travail un peu manuel quand même. À un moment donné, ils n'avaient pas... Et il n'y a qu'eux qui s'intéressaient à cela. Et c'est pour ça que je les ai choisis, puis ils m'ont suivi, je leur ai fait quelques petits crédits, mais ça a toujours été véritablement avec eux très droit, très... Et c'est pour ça que j'ai continué avec eux, je les ai appuyés au maximum et je les ai suivis, quoi. Ils se sont très vite développés, puis, parce qu'ils étaient malgré tout très désireux de s'en sortir, véritablement par leur travail. C'est ce qui me faisait les apprécier énormément. Et j'ai pas eu avec ces messieurs le moindre impayé. Je crois que les seuls impayés que j'ai pris, c'était des gars de Douala, des Douala, qui n'étaient pas à ce niveau-là. Hein. Il y avait une différence de sérieux. Conscient du fait qu'il faut qu'ils s'unissent pour aspirer à quelque chose de grand, en 1959, Joseph Kagin Defosso crée avec son ami Paul Monté, le président de la Chambre de commerce, les établissements Kaji et compagnie. C'est la première association commerciale d'Africains d'envergure à cette époque-là. Elle est spécialisée dans le négoce et joue un rôle prépondérant dans l'émergence de grands commerçants camerounais de l'époque. Son objectif est d'investir dans les plus beaux quartiers de Douala, de construire dans les belles avenues, telles que l'avenue du 27 août. Joseph Kagin y construit un immeuble de haut standing composé d'appartements au-dessus du magasin de commerce général situé au rez-de-chaussée. Malheureusement, cette aventure ne va pas vivre bien longtemps, puisque Kagin et compagnie meurent à la suite d'un violent redressement fiscal. L'immeuble est saisi par l'État et vendu aux enchères. L'association est dissoute. La société commerciale africaine rachètera un peu plus tard cet immeuble. La vocation de la SCA est l'import-export. L'homme d'affaires maîtrise le négoce international. Bien qu'il n'ait pas été à l'école, il comprend parfaitement et intuitivement les enjeux et les rouages du système. Camerounais, Camerounaises, le Cameroun est libre et indépendant. L'indépendance, comme la liberté, est un bien qui se conquiert et se reconquiert chaque jour. Et personne n'est de trop pour la défendre, la fortifier, la préserver de toutes ses forces et de toute son âme. Camerounais des villes, des villages et des campagnes, nos cœurs battent aujourd'hui ensemble d'un même rythme. Notre drapeau national flotte partout au vent de notre joie. Vive la liberté, vive le Cameroun indépendant.
de Kaji Defosso Joseph. Mais c'est sur le plan privé qu'il va d'abord surprendre les siens, à la stupéfaction de toute la famille, à laquelle il accorde la plus grande attention. L'homme d'affaires prend une seconde épouse. Le roi de Bana, c'est mon père. J'étais encore toute petite. On a attendu un peu de temps. Après, on s'est mariés. Moi, j'étais petite. Mais évidemment, bon, comme ce genre d'histoire, très très mal. Ça a été dur, hein. Ça a été des moments difficiles, hein, de bagarre, hein. Je m'en souviens bien, moi. Elle vivait hors de Douala, elle vivait à Yaoundé. On n'a jamais vécu avec elle. Mais ça a été quand même dur. Maman a eu beaucoup, beaucoup de mal. Parce qu'elle a été la première femme à Douala à avoir une voiture, la première femme ceci, la première femme cela. Donc, elle a très, très, très mal vécu. Ouais. Si le choc de ce second mariage est un peu rude dans la maison, au-delà de la confiance et de l'amour qu'il accorde à sa première épouse, c'est parce que malgré son occupation, malgré son acharnement au travail, Kaji Defosso Joseph est un père attentionné, toujours présent et prévenant, désireux de donner à ses enfants l'éducation, mais surtout la culture qu'il n'a pas eue. Il y veille personnellement. Dad a toujours choisi pour nous les meilleures écoles, ça c'est incontestable. Partout il allait demander la meilleure école et tout de suite il nous inscrivait. Mais l'école c'était plus le domaine de maman. N'étant pas toujours là, donc c'est elle qui devait suivre nos devoirs. Et comme je l'ai dit, elle était d'une sévérité. Ouh, le nombre de fois où j'ai fait... Il y a une punition là, on met le doigt. Et comme j'étais une têtue... Oh là là. Que ce soit les filles ou les garçons, il a toujours aimé l'excellence. Et je vous assure que quand on ne travaillait pas bien à l'école, on sentait passer. Hein. Ils sont inscrits de Nobel, ils sont inscrits à Saint-Jean-Bosco, ensuite à Saint-Esprit, qui était à l'époque l'école des Français, 100%. On n'était peut-être même pas 5% de Camerounais là-dedans. On a été dans beaucoup de villes, dans différentes villes, mais chaque fois, il demandait de lui montrer la meilleure école de la ville. Ça nous est resté. Un papa extrêmement sévère, très sévère. C'était l'enseigne que quand on amenait le carnet de notes, s'il n'était pas bon, je sais pas, on faisait des stratégies dans la tête pour lui présenter ça. Et puis bon, un papa très sévère et très attentif parce qu'il allait toujours aller dans les écoles, même quand il nous a envoyés en Europe, il venait toujours demander comment ça se passe, rencontrer le directeur, la directrice. Bref, il était vraiment attentif à nos études. Père qui ne laisse rien passer, qui est d'une sévérité. Quand on le voyait venir, on se cachait. À la limite, maman aussi était très sévère, mais papa était plus juste que maman. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Avec moi, plutôt gentil, parce que j'étais l'avant-dernier. Donc, j'arrive, disons, quand il est déjà un peu plus docile. Donc, non, pour moi, c'est un souvenir d'un papa beaucoup plus très attentionné. Et c'est ainsi qu'il nous a toujours envoyés, vraiment toujours envoyés tous, partout où on est allé, dans de grandes écoles. On lui disait, nous par exemple, on est allé dans une pension à Lille, on lui avait dit que là-bas, c'était une pension des sœurs, vraiment très bien, etc. Il nous a envoyés là-bas. Il a envoyé mes frères en Suisse, il a envoyé ma sœur aînée, on était encore tout petits, je crois à Rouen, si je me souviens bien. Il a toujours cherché de très bonnes écoles pour nous. Il voulait qu'on réussisse à l'école. Il se renseignait, enfin, il demandait à tous ses amis qu'est-ce qu'il doit faire, dans quelle école ils doivent aller, qu'est-ce qui est le mieux. Donc, il a toujours été très au courant, sans bien sûr avoir jamais été vraiment à l'école lui-même, mais il était toujours très au courant de ce qu'il y avait comme université, de ce qu'il y avait. Et il a toujours voulu qu'on fasse des affaires. Et moi, par exemple, très tôt, il a voulu m'envoyer aux États-Unis. Il m'a même inscrite aux États-Unis. Et à la dernière minute, ma mère a dit non, pour une fille, non, c'est trop loin, non, elle va se faire attaquer. Et c'est comme ça que du coup, je ne vais pas poursuivre mes études aux États-Unis. Il nous apprenait à être parmi les meilleurs. Il voulait que l'on soit parmi les meilleurs.
nos enfants sont bien étudiés pour nous aussi. Paris réussit puisque les enfants de la famille Kaji vont avoir une scolarité des plus remarquables. On nous envoyait 2 par 2. Lucie, Josette, Nicole et moi, Odette et Gilbert, les jumelles et Didier, 2 par 2. Ils vont tous poursuivre leurs études dans les grandes écoles en France, aux États-Unis d'Amérique et en Grande-Bretagne. Pas un seul n'en sortira sans son diplôme. Une exception dans cet environnement où les enfants des familles nantis abandonnaient très souvent leur scolarité et menaient grand train. L'homme d'affaires montre à ses enfants l'art de la négociation, du marchandage. À l'époque, je m'étais mariée il y a longtemps. Bref. Et il veut m'offrir des bijoux. Et nous voilà chez Moboussa, la grande avenue de bijoutiers. On sort les bijoux et puis je choisis. Et lui, il se rapproche et il dit, bon, marchandons maintenant. Et j'étais gênée, parce qu'on marchande ici. Oh, je lui donne des coups. Je dis, hé, qu'est-ce qu'il y a? Je paye cash. Ah, le gars, il s'est bien assis. Il s'est bien assis. Et ils ont marchandé. Et ce jour-là aussi, ça a été une très belle leçon pour moi. Lui, il a toujours marchandé. Et partout. Et il a les mots. Je crois que ça, c'est un art. Hein. Il aime bien ça. S'il va chez Audio pour acheter des assiettes, il va marchander. Il ne va pas acheter. S'il va chez Christophe, il ne va pas... Non, quand il paye cash avec son argent, non. Vous avez beau lui dire. Il va dire, appelez-moi le directeur. Je prends la même chose 2 fois. Je prends la même chose 3 fois. Appelez-moi le directeur. Je ne pars qu'avec le directeur. Et ça marche à tous les coups. Sous ces airs de patriarche dur, sévère, c'est un père tendre. Vraiment, peut-être beaucoup de gens ne connaissent pas cette qualité de lui, mais il est quelqu'un de très humain. Si Joseph Kaji Defosso, le père de famille, a la réputation d'être particulièrement sévère et exigeant comme l'attestent ses enfants, il se veut dans le même temps très proche, très moderne. Il veut offrir à sa progéniture ce qu'il n'a pas eu la chance de connaître. Dans la famille, les vacances, c'est sacré. On a connu, dans les années 62, on a connu avec Pierre et Odette, on a connu le centre climatique de Tchang. Quand on est arrivé à le centre climatique de Tchang, on pensait qu'on était les enfants des ministres, parce que là-bas, c'était le centre où tous les Européens qui sont au Congo, qui ne pouvaient pas aller en France, venaient se reposer au centre climatique. Donc c'était un lieu uniquement, purement à 100% européen, qui ne pouvaient pas aller en France parce que le bateau était long, le voyage était long. Donc les Européens allaient passer leurs vacances au centre climatique. Donc quand on a ouvert la colonie de vacances pour les enfants des Européens, papa nous a inscrits là-bas. C'est quelque chose d'exceptionnel que les Noirs, qui ne sont pas dans la politique, envoient leurs enfants là-bas. On peut voir les Noirs politiciens là-bas, mais les Noirs commerçants, hommes d'affaires, on ne les voyait pas là-bas. Lorsque le Cameroun accède dans la douleur et le sang à l'indépendance, malgré la violence, la cruauté, les brutalités perpétrées par les forces armées conduites par les officiers français et leur aviation dans l'ouest du Cameroun, le jeune président Amadou Ahidjo comprend qu'il doit absolument s'appuyer sur les hommes d'affaires et commerçants bamileke pour développer l'économie nationale. Il va donc assouplir l'obtention des agréments et autres dispositions nécessaires à leurs affaires. Et grâce à sa seconde épouse, la princesse Rose Chua, qu'il a installée à Yaoundé, et qui en plus parle le Foufoulde, la langue du chef de l'État, Rose Chua, qui en même temps est très proche de son épouse Germaine Ahidjo, il a ses entrées au palais. Quand nous avons commencé les affaires ici, il était devenu ami de Ahidjo. Moi-même, j'étais l'ami de Madame Ahidjo. Papa a toujours voulu faire des choses exceptionnelles. Il a toujours osé prendre des risques. Par exemple, à l'époque, quand on importait du riz, il fallait faire des quotas. Et on donnait des quotas en fonction du nombre de personnes qui ont des sociétés. Donc il créait plusieurs sociétés avec plusieurs membres de sa famille. Et avec ça, il avait droit
avoir plusieurs quotas d'importation du riz, donc ce qui faisait que ce soit l'épargne, à l'époque, tout était, comment dirais-je, par pourcentage. On ne pouvait pas avoir plus que d'autres, mais si il y avait plusieurs sociétés, on avait droit à plus. Donc il a eu toujours cette intelligence vive de trouver des solutions à chaque problème pour aller plus vite que les autres. Effectivement, il a une âme de précurseur qui n'a peur de rien. Il vend tout, importe tout. Avec maman, ils ont beaucoup fait le tissu Vichy, d'après ce qu'ils m'ont raconté. Ils ont fait du Vichy, ils ont fait du riz, il a fait de la farine, il a fait donc le stockfish. Ils vendaient vraiment, à l'époque, c'était un grand commerçant. Un commerçant qui, dans le même temps, tient la main de nombreux autres hommes d'affaires, notamment celle de Fadil, qui démarre dans l'importation du riz, ou encore celle de Madame Françoise Ofoni. Swan, c'est mon mari qui l'a fait grandir Swan. Parce que ça aussi, quand mon mari a acheté les choses comme ça, il vient prendre et vendre tout, amène l'argent à papa. Kadji est un grand commerçant qui, bien que ne parlant pas le français ou l'anglais, voyage à travers le monde pour chercher les opportunités. Il est au Japon et en Amérique, je pense dans les années 62, 63, à l'époque, les gens ne voyageaient pas. Donc, il était là-bas avec son ami Montépol. Et c'est là où il a vu beaucoup de choses qu'il fallait commander. Et il a beaucoup gagné avec l'importation au Japon. Avec l'indépendance, nombre d'expatriés quittent le Cameroun. Une autre opportunité pour Joseph Kagé-Defosso qui se lance avec la SCA, la Société commerciale africaine, dans un autre secteur où on ne l'attend pas, le foncier et l'immobilier. Il avait les amis beaucoup européens. Quand on part, les construire à Douala dans le temps, c'était que les Européens. Ce n'était pas les Blancs, les Noirs. Bon, en partant, on dit Kaji, on va rentrer chez nous. Il achète. Parce qu'il n'y en avait pas le monde qui pouvait acheter facilement. Dans les années 82, 80, beaucoup d'Européens ont cédé pas mal de choses, notamment là où on a construit Super U, là où il y avait plusieurs terrains comme ça, et il achetait. Et il y avait la trésorerie, grâce à la brasserie, il y avait de la trésorerie, donc il achetait pas mal de terrains. Comme il m'a dit toujours dit, j'achète pas n'importe où, j'achète que des terrains de valeur. Je n'achète pas des terrains cachés. Vous verrez, tous ces terrains sont super bien placés. Que ce soit commercial ou résidence, c'est des terrains de valeur. Il dira, quand tu joues au Monopoly, il prend les rues de la Paix. Quand il avait ici, là, par exemple, là où on se trouve, il se trouve que c'était le domaine des chargeurs réunis. Il y avait ici, il y avait là où il y a Super U maintenant, qui était là où les chargeurs réunis logeaient les cadres, je crois. Et il était très ami avec le directeur. Et il avait demandé au directeur que si un jour il quitte le Cameroun, qu'il n'hésite pas, et s'ils veulent vendre, qu'il n'hésite pas. Il est partie prenante. Et donc, c'est ça, quelques années après, la situation s'est présentée. Et la première personne qu'il appelle, c'est bien lui. Et effectivement, il a pratiquement tout racheté des chargeurs réunis. Le groupe Kadji, dès le début, va considérablement investir dans l'immobilier à Douala. Il innove dans les quartiers encore inhabités comme les hydrocarbures ou encore Castelnau. Au fil du temps, après la disparition de la SCA à la fin de la décennie 70, remplacée par la société immobilière Chimède, du nom d'une rivière de son village, il va devenir le leader dans le domaine à Douala, avec de nombreux immeubles, des bâtiments disséminés dans les quartiers les plus huppés de la capitale économique camerounaise. Hibiscus, Coris, Baobab et quelques-uns à Yaoundé. Il y a des bâtiments ici à Douala, à Yaoundé, Konsamba, Bafan. Donc il a des bâtiments là-bas. Dans l'immobilier, alors, c'est un géant. Hein. Souvent, quand on a indiqué des choses à Akwa, on dit c'est à côté de l'immeuble Kadji. Il a pratiquement autofinancé tous ces immeubles. Et il en a.
Et lui-même, il s'en vante d'ailleurs. Là aussi, il a été innovateur parce que il a des immeubles d'il y a 50-60 ans qui ont déjà des parkings prévus, etc. Alors que jusqu'à l'heure actuelle, il y a des immeubles qui montent sans parking. Donc vraiment, il a été innovateur. Son immeuble emblème de Douala, l'immeuble Coris à quoi? Par exemple, à 4 sous-sols de parking. 4 sous-sols de parking, une piscine en hauteur, les interphones, etc. Parce que jusqu'à l'heure actuelle, les interphones, ce n'est pas partout qu'on les trouve. Ces immeubles confortables et bien placés sont naturellement très courus par les locataires. Il faut montrer patte blanche pour y habiter. Il a une SCI où il utilise des gens. Mais quand ces gens-là sont incapables de recouvrer, lui-même, il appelait les locataires. Et il les sommait de payer. Il avait des moyens de pression. L'ambition de l'homme d'affaires dans le secteur de l'immobilier ne s'est pas limitée au seul Cameroun. Avec la SCI Bana, dès 1967, il possède de luxueux appartements dans les meilleurs quartiers et les immeubles prestigieux de la capitale française. Au 16e, après il a eu pas mal d'appartements à Levallois, ensuite il a été à Monaco, juste en face du casino. Enfin, je veux dire qu'il cherchait toujours là où il y a une plus-value. Parce que dans sa tête, c'est « et si je revends ?» J'ai eu la chance d'être invité quelque part en Europe, je n'en dis pas davantage, dans une villa qui lui appartenait. Et, quand j'ai vu ce que j'ai vu, je me suis dit, oulala, voici un monsieur qui aurait pu venir vivre ici tranquillement et éviter Colibet et autres. Ben, il continue à venir vivre dans son pays, à venir y faire des affaires, à dire ce qu'il pense, parce qu'il avait la critique ardue et parfois sur certaines décisions des autorités. Donc je crois qu'il était vraiment habité par un grand amour pour le pays. Non, je pense que lui, les terrains, c'est pas son dada, malgré tout. Même s'il en a, c'est pas ce qu'il apprécie. L'homme d'affaires va également ouvrir la première boulangerie industrielle du Cameroun, la BPC, la boulangerie-pâtisserie camerounaise, où tous ses enfants ont obligation de travailler pendant les vacances. Et il dit aussi toujours que tout ce qui va dans la bouche, tout ce qu'on mange, ne peut que donner de l'argent. Parce que même en temps de guerre, on mange. La boulangerie-pâtisserie camerounaise va faire concurrence au fameux biscuit BR, qui régnait en maître sur le marché camerounais. Le groupe français va même lui proposer un partenariat avant de faire faillite. Ses actifs et ses biens immobiliers vont être rachetés par Sopo Priso et Kadji Defosso, qui siégeaient déjà au conseil d'administration. Mais c'est dans le domaine du café et du cacao que Joseph Kadji Defosso va constituer une bonne partie de sa fortune. Il a annoncé que tout le monde pouvait exporter le cacao et le café. Donc, comme il est entreprenant comme d'habitude, il a commencé à faire le commerce avec l'extérieur. À l'époque, même à Paris, il avait un bureau de retard, de courtage, d'achat à terme de café et cacao. Ce que beaucoup de Camerounais à l'époque ne savaient même pas que ça existait. Très rapidement, il va devenir l'un des leaders dans ce secteur pourtant nouveau qui demande une réelle expertise. Il possède des usines à café dès 1965 en Kenkem, dans l'ouest du Cameroun, mais également dans le Mungo. Il y avait des quotas. C'est le ministère de l'Agriculture qui, à l'époque, donnait des quotas à l'ouverture de chaque campagne, café ou cacao. Et lui, il allait voir certains petits exportateurs et il prenait leurs quotas. C'est-à-dire, on les appelait à l'époque des satellites. Et maintenant, avec ces satellites, il était devenu l'un des plus gros exportateurs. L'un des plus gros exportateurs qui maîtrise parfaitement les règles du marché alors qu'il ne les a jamais apprises. Ben, je crois qu'il était d'abord doué d'un bon sens qui apparaissait tout de suite dès ses premiers propos. Un matin, je vais chez lui, à Yaoundé. On me dit, monsieur Kadji est au travail depuis 3 heures du matin. Et en fait, c'était quelqu'un qui allait acheter le cacao très loin. Et il revenait pendant que ceux qui avaient la culture de fonctionnaire se réveillaient.
Et pendant la nuit, vraiment, tous les jeux étaient faits. J'étais jeune cadre à la Société nationale d'investissement et j'ai été nommé directeur général adjoint de l'ONCPB, qui est l'organisme qui assurait la commercialisation des produits de base du Cameroun, cacao, café, à l'extérieur. Donc j'arrive à Douala, c'était en 1981. Et bien évidemment, je trouve tout l'aéropage chargé de commercialiser le cacao, le café. Et parmi ces personnes, Kagé de Fosso, qui aimablement arrive à mon bureau, se présente. Je ne connaissais pas du tout. Et d'entrée, j'ai compris que c'est quelqu'un qui pouvait m'être très utile, non seulement pour le métier que je devais apprendre, mais également pour la personnalité que c'était, le type de relation humaine qu'on pouvait avoir avec cette personne. C'était quelqu'un qui était toujours très, très écouté quand il prenait la parole. La forme n'y était pas toujours, mais je crois qu'on retenait le fond, on retenait ses recommandations. Et ça vous paraissait tout de suite évident dès que vous le rencontrez. Il vous disait des choses très simples. Attention, ne vous engagez pas au-delà de ce que vous pouvez embarquer. Attention, les prix ça monte, c'est vrai, mais n'attendez pas que les prix soient au sommet pour vendre. Ce sont des choses, j'allais dire, que tout le monde peut comprendre, mais que tout le monde n'applique pas forcément. Il n'a pas été à l'école, mais vous savez, quand il s'exprime en français, les idées qu'il émet, vraiment, même un universitaire ne peut rien tirer là-dedans. Les idées sont claires. Et on sent quelqu'un qui est imprégné d'une culture traditionnelle très riche. Vraiment, c'était l'époque où le café était à 3 000 francs le kilo, 3 000 francs le kilo. C'était des années folles. Il a été numéro 1 dans la distribution de riz ici au Cameroun. Et il a été parmi les Camerounais qui pouvaient faire l'exportation de cacao à grande échelle. La connaissance du marché est telle qu'il anticipe sur les cours et sur ses fluctuations. Il sait quand acheter et quand revendre. Il sait également à quel moment il faut quitter le secteur. Il sent avant tout le monde les prémices de la crise. Il n'a pas perdu dans la commercialisation des produits au moment où les coûts ont chuté. Parce qu'il s'est arrêté 1 an avant. Il s'est arrêté. Il a senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Il a arrêté. Il a arrêté toutes ses usines, à Douala, à Bafang. Il est sorti du café. Il faut bien se rendre compte que nous sommes dans les années 50, 60, 70, où ces grandes figures n'ont pas d'autre référence que le vécu, le quotidien, parfois la rue, le marché, et qui arrivent à des niveaux d'investissement, à des niveaux de relations avec des hommes d'affaires étrangers, niveau de considération qu'ils avaient par rapport aux différentes strates politiques, etc. Mais c'est extraordinaire. Ce sont des gens extraordinaires. Le président Kagé a commencé à grandir dans les affaires, franchement, en 1969, qu'il a ouvert l'usine de UCB. Avec l'équipe de Babiniquet, on décide de monter une brasserie, UCB. L'idée d'une société brassicole germe en réalité dans l'esprit de Kagé de Fosso Joseph lorsqu'au cours d'une mission en France, avec la chambre de commerce que dirigeait son ami Paul Monté, il est amené à visiter une brasserie. Alors, le revendeur des produits des brasseries du Cameroun qu'il était, et en même temps actionnaire, s'est dit qu'il pouvait lui-même le faire et se débarrasser des contraintes monopolistiques que lui imposait son fournisseur. Pierre Castel va donc proposer l'idée aux autres riches hommes d'affaires avec qui il traitait déjà. Avec en tête de liste Joseph Kagé de Fosso, son plus gros importateur de vin de Bordeaux. Et moi, j'étais à Paris. Donc, tout se discutait dans son appartement à Paris. Parce que Castel venait de Bordeaux et tous les autres actionnaires étaient soit à l'hôtel, dont il les recevait chez lui, dans le 16e, à la rue Marbeau. Et c'est là où moi j'ai connu toutes ces personnalités-là.
C'est vrai, le père Kadji, en 1968-69, m'avait fait appel qu'on peut faire l'usine UCB. Mais je vais vous dire quelque chose de vrai. Moi, j'étais déjà... On était 52 personnes à la brasserie de Cameroun qui vendaient leur bière. Moi, je pense que les 51 personnes est allé avec le père Kadji. Moi, je me suis posé la question, est-ce qu'il est nécessaire que je laisse la nourriture qui est déjà préparée, on prend, on mange, d'aller commencer à battre les arbres, cultiver, réduire la terre, semer, que ça devienne mis, pendant que j'avais la possibilité de prendre tout sur et manger. La brasserie du Cameroun, quand je faisais penser, sincèrement, je suis très bien récompensé. Si Pascal Moncam refuse de prendre les parts dans la nouvelle brasserie en création, d'autres hommes d'affaires d'importance vont adhérer au projet. Monteluc, Foto Victor et bien sûr, Ngouam Samuel. UCB, c'est une affaire qui a commencé avec le groupement de vendeurs de vin de Cave de Bordeaux, qui était dirigé par Castel. Bien entendu, c'est moi qui ai créé ça, avec, et donc comme président, j'ai eu Mikadji, je pense. En 1972 donc, UCB, l'Union camerounaise des brasseries, voit le jour et bouscule le monopole de l'ancêtre des brasseries du Cameroun, la BGI, Brasserie et Glacière d'Indochine. Eh bien, à l'époque, c'était vraiment osé. Hein. C'était osé parce que quelque temps après la colonisation, vous voyez, nous n'avions pas l'habitude de voir des Africains se lancer comme ça dans l'industrie. Le Brésil et le Cameroun ont tout fait pour tuer l'UCB dans l'œuf. Et il n'a pas pu. La BGI, l'ancêtre des brasseries qui appartient à un grand groupe français, ne peut laisser faire. La réaction est musclée. Les brasseries du Cameroun que vous voyez là, vous voulez s'installer en exclusivité au Cameroun. N'était pas capable de supporter qu'une autre personne, qu'une autre brasserie s'installe ici. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour casser l'UCB? Je peux dire qu'au total, Papa Kadji est très courageux. C'est la lutte dans les affaires, c'est la guerre. Il n'y a pas d'affaires, ce n'est pas un amour dans les affaires. Les affaires n'ont jamais été un amour. Malgré la violence des brasseries du Cameroun qui refusent même de leur vendre des bouteilles et qui font du chantage auprès de leurs distributeurs en leur interdisant de prendre les produits UCB, la jeune brasserie résiste. Mais c'est en interne que la tension est la plus forte. Et avec mon ami Kadji, on est rentré en conflit. On est rentré en conflit parce qu'il n'avait pas les mêmes idées que moi, loin s'en fallait. Entre Pierre Castel, qui fournit toute la matière première, c'est-à-dire le houblon, le malt, le sucre et autres ingrédients, et Joseph Kadji des Fosso, le torchon brûle. Kadji Fosso, bon, lui c'était presque celui qui était le plus hargneux à développer les choses. Le plus pugnace, il voulait tout pour lui. Il voulait tout pour lui. L'homme d'affaires camerounais accuse en fait son ami Pierre Castel d'imposer les fournisseurs avec des tarifs trop élevés à UCB. Il dit qu'il peut obtenir de meilleurs tarifs sur le marché. Il joint le geste à la parole. Ce qui nous a accrochés, c'est qu'il a acheté des bouteilles sans rien dire à personne et qui étaient... C'est des bouteilles de tchécoslovaques et qui étaient complètement tordues, mal formées, qui ne pouvaient pas aller en machine. Alors, sans rien dire à personne. Entre les deux hommes, c'est le clash direct, physique. Et on s'est accroché avec Kadji, on s'est accroché manuellement. Hein. Oui, on est arrivé aux mains, oui. Mais
bon, ça n'enlevait pas l'estime que j'avais pour lui, parce que je sentais en cet homme un désir de se développer, et puis un esprit très ouvert, mais naturellement très difficile en association. La situation est suffisamment grave. Il n'est plus possible pour eux de travailler ensemble. Pierre Castel échafaude d'une stratégie pour faire partie Joseph Kagé des Fosso. Il rallie quelques membres du conseil d'administration à sa démarche, notamment Kwame Samuel. Je lui dis, moi, quand ça ne peut pas durer comme ça. Dans ces cas-là, on s'en va. Mais naturellement, moi j'avais dans le capital, j'avais malgré tout fourni des crédits assez importants que j'avais eus par la BIAO. J'ai exigé qu'ils me remboursent. Vu l'état que l'on avait ensemble, les différends qu'on avait avant, bon. Mais lui, il dit, mais moi je continue seul. Il dit à la BIAO, moi je vais tout payer. La BIAO a mis quand même presque un an pour me rembourser, mais bon. En réalité, si la BIAO soutient l'homme d'affaires camerounais et lui accorde les fonds nécessaires, c'est parce que grâce à l'activité Café Cacao, il y a des fonds importants. Il va également s'appuyer sur l'un de ses leviers de toujours, la tontine. Il faut dire qu'il bénéficie aussi du soutien des autres hommes d'affaires bamileke. De tous ces grands, Fotso, Soin, Chungwen, Upam, il était leur grand frère. Et ils savaient discuter, ils savaient débattre. Donc ils étaient plus ou moins tous en admiration devant lui. Parce qu'il avait beaucoup d'argent. Il avançait. Donc ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, vous savez très bien, certains grands Bamileke ont dit ce que Kagé fait, je fais. Joseph Kagé des Fosso est maintenant le seul maître à bord du navire UCB. Il est parvenu à éjecter Pierre Castel. Il est l'actionnaire majoritaire. Mais comme Samuel était plus près de moi, vous voyez que peut-être un peu que les autres, c'est pour ça qu'on disait que c'était comme Samuel. Mais bon, non, c'était pas ça. Alors, le différent, il était quand même avec Kagé. Kwame Samuel, qui au cours de cette bataille a donc soutenu Pierre Castel et qui au cours des jours oratoires a traité les autres actionnaires d'illettrés incapables de comprendre les enjeux, est en difficulté. Kwame est resté, mais enfin, mais il les a tous repris les uns après les autres. Kwame Samuel va certes conserver ses actions, mais il n'a plus grand poids au conseil d'administration. Une rupture qui va évidemment susciter pendant un long moment une certaine animosité des Baham, le village de Kwame Samuel, vis-à-vis des Bana. Bien que les deux hommes se soient réconciliés discrètement. Lorsqu'on l'a enterré, j'ai envoyé un grand bouquet de fleurs à Baham. Les gens sont venus jeter ça à bas. Depuis toujours, il a été très nationaliste et très ouvert. L'actionnariat du CB, les premiers actionnaires, il y a des personnes de toutes les parties du Cameroun. De toutes les parties du Cameroun. Et actuellement, il y a encore beaucoup de ces personnes qui sont encore actionnaires à UCB. Leur succession continue à être là, bien présent, lors des assemblées générales, etc. Les Kagé des Fosso à UCB débutent par un rapprochement avec l'Allemagne au détriment de la France. L'homme d'affaires voyage à travers l'Europe pour trouver des fournisseurs. On a fait un voyage en Belgique. De là, on est parti en Hollande pour voir les fournisseurs de bières. De là, on est parti en Allemagne. C'est là alors que nous avons trouvé notre goût. On a travaillé avec ces gens-là. On les a amenés au Cameroun. Ils ont mangé la sauce d'arachide avec du riz. Ils ont mangé tout ce qu'il faut
Alors, ils étaient contents. On a fait les affaires. Après la Breda, la Bock, la Super Bock et la Regla, vont suivre de nombreuses marques de bière. En 1977, j'avais 27 ans. Quand je suis arrivée ici, il a amené toute une équipe de chez nous, de Serbie, un technicien, brasseur, qui était très fort. Alors il a fait une bonne bière, ça marchait très très fort. Il m'a confié toutes les opérations bancaires du groupe, que ce soit le contrôle des comptes bancaires, que ce soit le montage des demandes de crédit, tout m'incombait, compte tenu de la concurrence des brasseries du Cameroun. L'UCB ne couvrait pas, même pas entièrement Douala. Donc on ne pouvait pas dire que l'UCB s'autofinançait ou bien c'était une affaire un peu titubante. Mais le père, à travers ses autres unités, intervenait toujours. Parce qu'en plus, les actionnaires de l'UCB étaient pour la plupart un peu réticents à l'augmentation du capital. Et je connais ce que le père Kadji y a mis. C'est pour lui une question d'honneur. UCB doit vivre. Il est tout de même porté par le sentiment nationaliste de cette période post-coloniale. Mais le succès financier n'est pas forcément à la hauteur de ses attentes. Les gens reprochaient à l'UCB à la fois la qualité de ses produits, mais aussi la qualité de marketing. Parce que le père Kadji, il était dans tout. Aucun commercial de quelque compétence qu'il soit ne pouvait pas mettre en place une stratégie, une politique commerciale sans son accord. Il n'aimait pas les gens qui ne savent pas tout dans la tête. Lui, il connaît tout. Tous les numéros de camions, avant et derrière. On ne peut pas lui tromper jamais. On avait beaucoup de camions. Un matin, chaque matin, il vient, il dit « Rosa, viens. Ces camions, ils partent où ?» J'étais obligée de lui dire les numéros de camions, les chargements, et ils partent où. Je pars comme ça. Au retour, maintenant, c'est l'autre numéro derrière les cargos. Il demande, je me rappelle jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait une erreur. Il dit, ah non, ce camion, il ne porte pas ce numéro. C'est 7 numéro. J'ai dit, il savait tout. Non, j'ai fait une erreur. Même aujourd'hui, quand il arrive, il me demande, Rosa, qu'est-ce que tu charges aujourd'hui? Quel camion? Alors, maintenant, quelquefois, j'oublie ou comme ça, il me regarde, tu regardes ton carnet. Il n'aime pas ça. Rien qu'en pamplemousse, nous étions meilleurs. Si UCB connaît de réelles difficultés financières, dans le même temps, un de ses produits semble séduire le palais de l'immense majorité des Camerounais. Le pamplemousse UCB devient un classique. Nous avons cette âme de gagnant. Quel parcours exceptionnel. Nous sommes considérés partout comme les meilleurs. Vous savez, dans l'histoire, il y a nous et les autres. D'ailleurs, nous avons une caractéristique vraiment spéciale, conçue et perfectionnée ici. Quelle fierté! Tout le monde nous reconnaît et nos qualités techniques sont indiscutables. Notre popularité n'est plus à prouver. La preuve, beaucoup ont essayé, mais nous ne serons jamais égalés. Nous avons tous en nous quelque chose d'unique, de spécial. Le pamplemousse, c'est d'abord parce que je pense que c'était le premier produit qui n'était pas uniquement gazeux. Il y avait ce côté fruit naturel. Parce que c'était le premier produit au Cameroun où il y avait de la pulpe dedans. Et donc, ça donnait ce côté naturel et il y a ce goût particulier, il y a une petite amertume, l'amertume du pamplemousse. Et le sucré, et ça a été un réel succès. Ça a été un réel succès parce que tout de suite, tout le monde a aimé. Et moi, je prends pamplemousse, ICB. Toujours comme je ne bois pas, moi, la bière. J'ai un ami, mais qui également a mis
à des directeurs des brasseries du Cameroun. Et cet ami ne boit que des boissons gazeuses. Invité un jour chez le directeur des brasseries, on lui a demandé ce qu'il voulait boire. Et il a dit, je veux boire pamplemousse UCB. Tout le monde a rigolé, mais parce que c'est sorti tellement naturellement. Devant un tel succès commercial, la concurrence va essayer de fabriquer le même produit, le pamplemousse. Ils ont essayé, ils se sont même adressés à notre fournisseur, mais heureusement, on avait fait des conventions avec le fournisseur qui ne pouvait pas livrer ce produit, en tout cas au Cameroun, à un concurrent. On est avant tout des brasseurs. Le pamplemousse vient après. Le soft drinks vient après. C'est d'abord la bière. Si à partir de sa naissance, UCB constitue très certainement l'une des activités les plus visibles et les plus coûteuses du groupe, Kaji Defosso-Joseph, l'homme d'affaires, continue de se diversifier. Aux brasseries, il va arrimer d'autres secteurs tout aussi novateurs et pourvoyeurs d'emplois, comme nous allons le voir dans la seconde partie de cette série en 2 volets que nous lui consacrons. Dans cette seconde partie, nous vivrons également l'un de ses plus grands investissements, celui sur l'humain, sur sa famille, qui constitue pour le patriarche la colonne vertébrale de son groupe. Et puis nous parlerons de l'autre aspect sur lequel il restait très discret, l'humanitaire, le social, à travers sa fondation. Mais bien sûr, on n'oubliera pas Bana, sa passion, et la cause Bamileke, dont il était l'un des ardents défenseurs, quelquefois à son corps défendant. Il s'intéresse à la politique, même s'il n'est pas un politicien de métier, parce qu'il veut savoir tout ce qui se passe dans l'opposition, comment les décisions se prennent, qu'est-ce qui s'est dit, on doit bien lui expliquer. Il veut mesurer à tout moment les enjeux. Et à certains moments, il se fera fort d'aller expliquer même au parti au pouvoir, voilà ce que veulent les gens, voilà ce qu'il faut faire ses propositions. Il a été au cœur de toute cette bataille politique au Cameroun. On n'occultera donc évidemment pas ce volet politique dont il était à la fois proche et éloigné, avec de réelles sollicitations de part et d'autre. Kaji Defosso-Joseph, la suite et la fin dans la seconde partie.